En avant. Match. Numéro 27, Arlington Cherenny. Oui. Brouille-toi, j'en ai un Jonathan autre. Cayenne. Felipe Saad. 27, 27, 27. J'en ai un autre. Sigourney Niakate. Ah, c'était lui. Cette année, c'est qui? Il y en a d'autres. Hein. Maxime Silis, tiens, allez. Ah ouais, bien J'arrose. sûr. Et je suis pas sûr, il n'y en a pas cette année, je crois. 26, 27, 27. On n'a pas cette année. Attends, Felipe Lemine, Ringayen, ok. Et nos années Ligue 1 et compagnie, la 27, tu vas bien voir 27. Franck Tabanou. Tabanou. Ah, je suis battu. Je suis battu. Oui. J'ai encore une fois fanfaronné trop tôt. Guingampais, bienvenue dans cet un avant-match numéro 27. Donc, où nous allons revenir sur la Coupe de France et le super déplacement de Gaëtan à Lisieux. Alors, est-ce qu'on sait finalement le fin mot de l'histoire? Est-ce qu'on a déjà joué à Lisieux en amical récemment? J'avoue que je ne me suis pas du tout réintéressé depuis. J'ai pas reposé la question. Donc à non, quoi on n'a il pas le fin sert mot de celui-là? l'histoire. On n'a pas le fin mot de l'histoire, mais c'est sans doute bien possible. Je sais qu'on est allé à Avranches aussi. Bon, voilà. En tout cas, là, il y a eu un match officiel. Officiel et une victoire 5-0 des Guingampais. On va revenir sur ce match dans quelques instants. En avant qui jouera à Dinan-Léon au Clos Gastel la semaine prochaine pour le 8e tour. On parlera de Teddy Bartouche-Selbonne qui a enfin joué son premier match avec Guingamp dans les buts. On continuera un peu de parler Coupe de France avec quelques minutes du podcast que vous avez peut-être déjà dévoré. Certains l'ont fait. Et merci d'ailleurs pour vos messages publiés dimanche sur la demi-finale Guingamp-Monaco. Attention, la semaine prochaine, podcast sur la finale à venir. On parlera évidemment de la Ligue 2 parce que ça revient. Comme dit tout le monde, c'est notre pain quotidien, le championnat. Amiens et présentation de la Ligue 2. Journal des anciens où on parlera trêve internationale. Et le quiz. Steven contre Paul. On espère, pour le suspense, que ce sera plus serré que la semaine dernière, où Steven a dévoré Baptiste dans le quiz des supporters. Serkini Nassandre donc. Déjà, merci à toutes et à tous parce qu'on a explosé les scores en termes de vues et d'écoute samedi dernier. Évidemment, c'est un match qui était diffusé nulle part, qui était très loin de Guingamp, donc beaucoup de supporters n'étaient pas là. Donc, merci de vous être abattus sur nous et sur la voix suave de Gaëtan pour nous narrer les 5 buts qu'on va réécouter d'ailleurs maintenant à la Guingampaise. Gendouzi pour Picard sur son pied droit qui revient intérieur, il va orienter à droite vers Marronnier, un centre à venir de Marronnier, ce sera pour Emia, Marronnier qui va centrer, déviation et l'ouverture du score, Amadou Sagna à la 44e, la première action collective qui va à son terme dans cette première période pour En Avant et elle termine au fond avec l'ouverture du score d'Amadou Sagna sur ce centre de Lucas Marronnier, redoublement de passes avec également avec Amine Emia dans cette zone du terrain et l'ouverture du score pour En Avant qui mène 1-0 sur la pelouse de Lisieux face au FC Serkini Nassandre. Mais en empêchant surtout En Avant d'inquiéter Boris Koutman. Ce ballon est passé pour Sabri Gendouzi qui élimine le gardien, penalty pour Guingamp. Sabri Gendouzi fauché par Boris Koutmans. La très longue course d'élan de Gendouzi puisqu'il est dans la demi-lune pour s'élancer face à Boris Koutmans. Il va tenter de se faire justice lui-même. La course étonnante de Gendouzi, le poteau rentre en but, ça fait 2-0, il avait pris une course et un élan assez particulier, Sabri Gendouzi, mais ça passe 2-0 pour l'En Avant Guingamp qui fait le break dès le retour des vestiaires face au FC Serkini Nassandre. Le renversement de jeu côté gauche vers Sabri Gendouzi, hop, le ballon qui lui reste sous la semelle, il a récupéré Gendouzi dans la surface sur son pied droit pour décaler Ndour, centre de Ndour, le 3e but guingampais, il est marqué par Amine Emia, cette reprise du pied droit dans la surface de réparation après ce très bon centre d'Abdallah Ndour, passeur décisif pour son retour à la compétition, et Amine Emia qui vient marquer son 5e but de la saison, 55e minute, 3-0 pour En Avant. Nahir. Avec Sagna au 20 mètres, la frappe de Sagna, qui va lober Boris Koutmans, magnifique but là d'Amadou Sagna, le ballon qui est allé se loger dans le petit filet de Boris Koutmans, frappe
limpide aux 20 mètres et très surprenante aussi au départ. En tout cas, Koutmans, lui, semble très nettement surpris. 4-0 pour Guingamp avec ce doublé d'Amadou Sagna. Alors qu'il y a un penalty pour Guingamp. Oui, faute sur Thierry Godam. Thierry Godam ceinturé et plutôt même accroché au niveau des épaules. Penalty donc pour Guingamp. Hugo Picard du pied droit, c'est but. C'est 5-0 pour en avant. 5e but guingampais dans cette rencontre. Hugo Picard qui va venir conforter un peu plus l'avantage des Guingampais dans cette rencontre. 2e but cette saison pour Picard. Après celui face à Caen en championnat. C'est à nouveau face à une équipe normande que sévit le numéro 10 d'en avant. Et donc voilà, 5 buts qui ont permis de se qualifier. Le premier a mis un peu de temps à venir. On s'est demandé quand est-ce que ça allait venir, mais c'est un peu ce que disait Sylvain Ripoll aussi après le match. Ce genre de rencontre, ça se gagne aussi parfois à l'usure. On sait que l'équipe adverse peut se recroqueviller, tenir pendant 30, 40, 50 minutes, 1 heure parfois, et que ça a tendance généralement à un petit peu vriller finalement après l'heure de jeu. C'est ce qui s'est passé un peu même avant, puisqu'il y a ce but avant la mi-temps. Et puis Guingamp qui, après même pas 1 minute en deuxième mi-temps, a obtenu le penalty du 2-0. Donc ça s'est bien goupillé finalement pour aller chercher cette victoire. Et l'essentiel est là avec la qualification. Alors souvent dans ce genre de match avec une équipe très remaniée, rajeunie, remaniée. D'ailleurs attention pour les prochains quiz, regardez bien la compo de ce match et les infos autour de ce match parce qu'il y a peut-être quelques petites questions croustillantes à sortir de ce match pour nous. Toi qui as vu le match, Gaëtan, souvent dans ce genre de configuration, on cherche la performance collective évidemment, mais individuellement à se dire tiens, lui il a marqué des points, lui aussi, selon toi, qui sont les 2-3 joueurs qui ont peut-être marqué des points en vue de la Ligue 2 sur cette rencontre-là, même si c'est difficile face à une R2, c'est évidemment pas du tout le même niveau. Il y en a surtout un, je pense. Alors c'est pour ça que je me suis pas trop attardé sur les performances individuelles après le match et Sylvain Ripoll non plus, parce que voilà, c'était contre une équipe de R2, donc forcément l'adversité n'est pas la même qu'en championnat, même si l'équipe adverse s'est battue, aucun souci évidemment. Je pense qu'il y en a quand même un qu'il faut ressortir un peu, c'est Sabri Gendouzi, qui a beaucoup donné sur le côté offensivement, qui a fait des courses pour revenir défendre de temps en temps. Alors Guingamp n'a pas été mis sous pression, mais lorsqu'il avait un ballon ou deux qui revenait un petit peu vers l'arrière, quand le latéral, notamment lorsque Ourega est entré aussi, parce que Ourega est entré en cours de jeu pour 20 bonnes minutes. Abdallah Ndour, qui était titulaire au poste là, revenait à la compétition après plus d'1 an sans avoir joué avec l'équipe première, donc il est venu aider constamment aussi. Et puis offensivement, il a pesé. C'est lui qui a obtenu et marqué le penalty du 2-0. Globalement, il a été acteur en fait dans ce match. Alors les autres aussi, mais voilà, s'il y avait vraiment un joueur à ressortir pour la débauche d'énergie, le côté solidaire avec son latéral, et puis le côté décisif aussi, ce serait Sabri Gendouzi. Est-ce qu'on ne l'écouterait pas, Sabri Gendouzi, au micro? Le gars est en Pinel à la Guingampaise. On l'attendait aussi, cette qualification. Moi aussi, c'était mon premier match en Coupe de France de ma carrière. Donc voilà, on a fait le travail, on a respecté l'adversaire aujourd'hui. Et on repart avec la qualif, ce qui a été le plus important pour nous. Là, je joue à 100% cette Coupe de France. Et tu as été décisif. Non, j'ai réussi, entre guillemets, à faire valoir aussi mes qualités encore sur ce match. Comme je dis, aujourd'hui, j'ai été titulaire. Le coach, il m'a fait confiance. J'ai la confiance du staff, du coach, de l'équipe. J'ai essayé de mettre mes qualités au quotidien de l'équipe, on va dire ça comme ça. Donc aujourd'hui, ça a payé, donc on est tous contents et on avance. Raconte-nous ta course d'élan là sur le penalty. De qui tu t'inspires ou de quoi là? Parce que tu m'as fait un petit peu peur quand même. Non, après ouais, c'est vrai que personne, on va jamais douter que mon joueur préféré c'est Neymar. Neymar, je m'inspire depuis tout petit, c'est lui qui m'a permis aujourd'hui d'aimer le foot. Donc voilà, ma course aujourd'hui est inspirée de Neymar. De garder son calme, de garder sa confiance et surtout sa vision lorsque tu tires le penalty, voilà, de rester concentré, serein. Et j'ai l'habitude, je les travaille tous les jours à l'entraînement, depuis l'année dernière aussi en réserve. Donc aujourd'hui, ça a payé et voilà, on avance, on continue. Inspiré de Neymar avec un peu plus de virage peut-être dans la course. Non, après, j'essaye pas de le copier à 100%, mais voilà, c'est mon inspiration. Et aujourd'hui, ça a payé, donc l'équipe est content et voilà, on repart avec la qualification. Voilà, Sabri Gendouzi, qui est un joueur, je trouve, qui diffuse sa joie de vivre aussi.
en dehors du terrain. Maintenant, évidemment, il faudra confirmer en Ligue 2, mais c'est vrai qu'on le voit de plus en plus dans cette équipe, et nul doute qu'on pourrait peut-être aussi le voir un peu plus contre Dinan-Léon lors du 8e tour. Ça peut être un match un peu aussi taillé pour lui, pour grimper un peu dans la hiérarchie guingampaise. Alors, il y en a un qui ne va peut-être pas grimper tout de suite dans la hiérarchie guingampaise, mais qui a enfin joué son premier match officiel avec En Avant. C'est vrai que l'année dernière, sur le 7e tour, on avait eu Enzo Basilio dans le but guingampais, parce que Nias et Bartouche-Selbonne, me semble-t-il, étaient en sélection. Oui. Là, ce n'était pas le cas de Teddy Bartouche-Selbonne, le 3e gardien de Guingamp, qui a donc, Gaëtan, enfin porté le maillot d'En Avant de manière officielle. Ouais, c'est ça, premier match après quasiment 1 an et demi au club. Alors, il est habitué à ce rôle-là, de 3e gardien. Il l'avait déjà à Lorient. On l'avait connu, nous, un petit peu déjà là-bas. C'était seulement son 3e match en professionnel. Le 3e, d'ailleurs, en Coupe de France. Il y en avait eu 2 avec Lorient. Le premier, là, avec Guingamp. Et voilà, c'est un joueur qui joue en sélection, pas tout le temps, mais régulièrement. Ouais. Et qui, là, en club, a eu cette chance-là. Bon, il n'a pas eu grand-chose à faire. Une frappe captée en première période, 1 ou 2 ballons à négocier par-ci par-là, mais sans plus. C'est vraiment pas le match où on a pu voir ses qualités, mais n'empêche qu'il a fait son match, ça a été sérieux, et surtout il a terminé le match avec le brassard de capitaine. Et ça, c'est un vrai message quand même aussi, parce qu'un joueur qui joue aussi peu, premier match avec l'équipe, et il finit avec le brassard quand Dylan Louisier ressort, ça veut dire quelque chose. Ouais, je lui ai dit que j'allais plus lui rendre déjà. Non, après c'est le staff, c'est le groupe aussi qui me fait confiance par rapport à tout ce que je montre aussi à l'entraînement, dans les vestiaires, même quand on ne joue pas. Donc je suis content aussi qu'on m'ait témoigné de cette confiance-là. Franchement, ça fait plaisir pour moi et aussi pour le collectif. C'était prévu, j'imagine, avant que tu aies le brassard en cas de sortie de Dylan? Non, pas du tout. Ça s'est fait comme ça au milieu de tout? Pas prévu, franchement pas prévu, mais voilà, le staff a dit qu'il fallait me le donner, donc je suis content par rapport à ça. Bon, ça reste une première pour toi, assez forte malgré tout à Guingamp. Oui, une première forcément, clean sheet, brassard de capitaine, on s'en souviendra, victoire aussi. Donc on a fait ce qu'il fallait, et c'est le cas aussi depuis un certain nombre de matchs, là où dans l'état d'esprit, dans les attitudes, je me trouve vraiment beaucoup mieux. Donc il faut qu'on continue, parce que le championnat, ça arrive très très vite, dès la semaine prochaine. Teddy Bartouche-Selbonne, donc au micro d'Ala Guingampaise, et je me suis souvenu ou rappelé, quand tu parlais de ça au micro, un joueur qui joue son premier match et qui porte le brassard de capitaine. J'ai un nom qui me vient tout de suite. Ah, j'en ai peut-être un deuxième. Pierrick Valdivia. Ouais, c'est vrai. Je crois que... Alors, est-ce que c'est directement sur son premier? Je crois que oui. Sur sa première titularisation. Je crois que c'est le premier match aussi. Je vais vérifier. J'en ai un autre aussi en tête. C'est Christian Bassila, qui très vite, quand il a été capitaine, c'était peut-être le deuxième match. Ouais, je dirais plus oui pour Valdivia que Bassila. En tout cas, parce que je me demande si Fabrice Colo n'avait pas gardé le brassard quelques matchs, 1, 2 matchs, 3 matchs, avant que Christian Bassila ne le prenne. En plus, quand Bassila était arrivé, il y avait des matchs de coupe qui étaient par là, Coupe de la Ligue. Et je crois qu'il est capitaine en Coupe de la Ligue, en fait, Bassila. Et il marque d'ailleurs sur ce match. Ouais, mais peut-être que Colo jouait pas ce match-là, du coup. Je sais plus. Ouais. Écoutez, on va mener l'enquête. Mais en tout cas, c'est vrai que Gaëtan, ça note un rôle. On l'avait vu dans ton reportage sur la photo d'équipe Place du Centre devant la Plomée il y a quelques semaines. On voit, et ça souligne aussi le rôle d'un 3e gardien. Et souvent, on voit Deschamps en équipe de France prendre Areola. C'est peut-être pas le 3e meilleur gardien français, mais c'est celui qui remplit le mieux ce rôle absolument ingrat de partenaire d'entraînement, d'accompagnateur de l'équipe, qui crée l'ambiance, etc. aussi. Parce que tu joues quasiment jamais. On verra ce qu'il en sera du 8e tour de Coupe de France, mais là, pour le coup, Babacar Niasse ne sera pas en sélection, puisqu'il n'y aura pas de trêve internationale. Donc, la logique des choses voudrait que Babacar Niasse joue. Et ça veut dire que Teddy Bartouche-Selbonne se retrouve à nouveau encore dans ce rôle de 3e gardien, même avec la coupe. Donc c'est vrai que c'est pas facile, mais voilà, lui en tout cas ne semble pas gêné par ce rôle-là. Il a vraiment, il s'est approprié un petit peu la chose, ce rôle-là, cette façon de fonctionner au quotidien. Et évidemment, s'il pouvait jouer plus, il le ferait. Mais en tout cas, quand l'équipe fait appel à lui, il est là, et surtout de manière quotidienne, visiblement, dans ce rôle un peu ingrat, comme tu disais, et invisible pour le grand public en fait. Il est aussi présent, Teddy Bartouche-Selbonne.
Je te confirme que Pierrick Valdivia est capitaine sur son premier match contre Valenciennes. Et je suis quasiment sûr, en regardant la feuille de match, Bastila, je pense que Bastila l'était aussi sur son premier match. Est-ce que Fabrice Colo jouait? Colo jouait, mais je suis... Ah ouais. Il faudrait que je ressorte mon fabuleux livre, L'impensable exploit, sur la saison 2008-2009, où je parle de cet épisode et il me semble, je vais avoir le temps de l'émission pour retrouver tout ça. Hein. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est très rare que ça arrive, donc ça serait la 3e fois. En 15 ans, petit dribble justement dans le passé, avec, non pas la Coupe de France 2009, mais 2014, le podcast sur les 10 ans de la demi-finale contre Monaco. Nous l'avons enregistré avec Thibaut Giresse. On vous l'a diffusé en intégralité dimanche. Il est disponible sur toutes nos plateformes podcast, Ocha, Spotify, Apple et autres. Vous pouvez aussi le retrouver sur le alaguingampese.com, notre site officiel. Vous prenez 1h20 un dimanche, un jeudi, un mardi matin ou une nuit si vous n'arrivez pas à vous endormir, et la douce voix de Gaëtan Pinel va vous accompagner dans les bras de Morphée. Guingamp-Monaco, extrait ce soir dans En avant-match sur la fin de match et la célébration à n'en plus finir des Guingampais de Thibaut Giresse. Pour la fin de match qui n'a donc à nos yeux quasiment pas existé parce qu'on ne s'en souvient absolument plus jusqu'au coup de sifflet final, la liesse ensuite, et puis il y a également quelque chose qui nous a marqué, Gaëtan. Alors donc il y a eu les 2 petits ados là qui sont rentrés sur le terrain. Peut-être que c'était des Rennais qui voulaient prolonger la fête de la veille. Mais moi j'ai jamais vu, à part sur une fin de saison, une célébration aussi longue avec le cop rouge, avec même des joueurs assis, des joueurs dans le cop, avec je crois Martins Pereira, Diallo et Dounyama qui avaient fini avec Julien Bonny sur la position du capot dans la latérale ouest. Ça aussi c'était quelque chose de marquant. Ouais, c'était marquant parce que c'est vrai que cette célébration, elle a duré vraiment longtemps. Alors sans être démesurée, c'est vrai, comme on pouvait en parler. On pouvait en parler par rapport à Rennes. Il n'y avait pas eu, c'est vrai, cet envahissement de terrain, ce trophée quasiment fêté, mais la joie d'avoir battu Monaco, de se qualifier pour la finale, d'y retrouver Rennes. Et ouais, ça avait été un moment vraiment bien fêté. C'est vrai qu'on a parfois maintenant, alors je parle pas forcément de Guingamp, mais dans un peu tous les stades, des célébrations de victoire, qui passent ni vu ni connu, quoi. Hein. C'est fait en 10 secondes et c'est terminé. Là, tout le monde avait pris le temps, en fait, de profiter de ce moment-là, de se rendre compte, peut-être aussi de réaliser, parce que, comme je disais tout à l'heure en début de ce podcast, il faut pas oublier que quelques années avant, Guingamp International était monté en Ligue 2, était réussi à monter en Ligue 1. Là, on se dit, il y a encore une étape dans le processus, où est-ce que ça va s'arrêter? Et il y a besoin peut-être d'un petit peu de temps aussi pour réaliser et pour fêter tout ça, quoi. Donc ça, je pense que c'est l'une, peut-être même la plus longue célébration que j'ai connue, moi, en tout cas, à Rodourou. Tour d'honneur avec la Coupe de France exclue quelques oui, bien sûr, ça c'est le retour, mais pour une vraiment victoire le soir même au stade de Rodourou, quoi. Ouais. Thibaut, c'était ça l'idée de garder cet instant suspendu. Exactement, c'était de profiter et de savourer avec le public dans une saison qui était compliquée au niveau du championnat parce qu'on était pas encore sauvés. Donc c'était compliqué et là c'était vraiment le soulagement et de profiter un petit peu de l'ambiance du public qui nous a toujours soutenus. Moi, toutes les années que j'ai joué à Guingamp, ça a été incroyable et c'était vraiment ça, c'était vraiment de profiter, de prendre le temps et de savourer ces instants-là parce qu'on savait que le lendemain il fallait se remettre au boulot pour continuer ce qu'on avait à faire en championnat, mais on a pris le temps vraiment tranquillement de s'asseoir, de savourer, de rester avec eux un peu plus longtemps qu'à l'habitude. Et qu'est-ce qu'il vous dit, Jocelyn, à ce moment-là? Parce que est-ce qu'il vous dit, bon, profitez les gars pour ce soir, ou on traîne pas trop parce que finalement on n'a rien gagné pour l'instant, quoi? Alors je sais pas, mais sur ce match-là, j'en sais rien, mais je sais que il n'avait pas l'habitude, il saluait vite le cop de son côté, il avait l'habitude de rentrer assez vite au vestiaire, et nous, il nous attendait dans les vestiaires. Donc là, je sais pas, et je pense que lui, il a dû rentrer peut-être, je sais pas, faudrait le demander. Je crois qu'il est resté un peu plus longtemps. Hein.
Ouais, ça serait un peu plus longtemps, mais je pense que dans sa tête, il avait déjà basculé sur le championnat, sur le match du week-end d'après. Donc voilà, donc il nous a laissé savourer et dès le lendemain, on a de suite, pour utiliser encore une fois le terme, on a de suite connecté pour les échéances de championnat qui arrivaient. Guingamp, Monaco, podcast disponible partout. Un grand bonheur. Et le podcast de la finale arrive avant Dinan-Léon Guingamp. Et notre invité sera Jonathan Martins Pereira, le premier buteur de cette finale. On a la réponse à notre question. Alors ça, vous ne l'avez pas vu parce qu'au montage, on l'a enlevé. Mais on a passé 10 minutes à retrouver que lors du fameux Guingamp-Guignon, que seuls nous deux, nous rappelons, eh bien, Basila n'avait pas le brassard. C'était Colo. Basila l'a vu très vite. Il y avait le doute avec Colo. Ils me font douter, c'est tchèque, comme disait l'autre. Et donc, c'est bien Valdivia qui, pour son premier match, avait porté le brassard. Revenons à 2024. Revenons à novembre 2024. Gaëtan, ça sera toi aux commandes du Guingamp Amiens vendredi. Parle-nous de ces Amiénois qui, cette saison, ont deux visages, comme quelques clubs de Ligue 2. Un à la maison, un en déplacement. Exactement, puisque Amiens, c'est une équipe qui se comporte très bien à domicile. Cette saison, c'est une équipe qui est invaincue, tout simplement à la maison. Amiens, puisqu'il compte au total 17 points en 7 matchs à la maison. Il y a 5 victoires et 2 nuls. Mais c'est une équipe qui, à l'extérieur, en revanche, est en grande difficulté puisqu'elle a seulement 3 points. Alors 3 points qui ont été grattés sur une victoire de mémoire. C'était une victoire à Pau, c'est ça, victoire à Pau 2-0. Pour le reste, ce sont des défaites à Bastia. Ils nous font une Ajaccio. C'est un parcours de Corse. Ajaccio qui a fêté son premier anniversaire sans victoire à l'extérieur. Plus d'un an, c'est vrai. Amiens, c'est défaite à Bastia, Annecy, Caen, Metz, Dunkerque. Et donc, une victoire à Pau avant la défaite à Dunkerque. Mais c'est vrai que c'est à la maison que ça se passe beaucoup mieux pour cette équipe, avec des joueurs qui ressortent un petit peu comme déjà depuis, c'est la 2e année pour certains, la 3e pour d'autres. Mais Louis Mafuta, évidemment, le meilleur buteur de cette équipe amiénoise, l'un des meilleurs buteurs aussi de Ligue 2. Il est à 6 buts depuis le début de la saison. Il a manqué un penalty d'ailleurs assez récemment. Antoine Léotet qui a 4 buts, quelques passes décisives aussi. Sébastien Corchia, qui est le meilleur passeur de cette équipe, 4 passes décisives. Voilà, c'est une équipe qui a quand même un peu de talent, même si elle a beaucoup dégraissé cet été, parce qu'il y a par exemple Opoku derrière qui est parti, Gélin au milieu, Kakuta évidemment, voilà, plusieurs joueurs à différents... Comment ? Andy Carroll également, plusieurs joueurs à différentes lignes. Lui, il joue un peu moins, je crois, sur la fin, Andy Carroll, mais... non, on ne dit pas Andy Carroll, Andy Carroll. Ouais, non, Andy Carroll. À la Guingamp, comme ça. D'accord. À Guingamp, ça se dit comme ça. Andy Machin, on dit même. Hein ? Andy Machin. Ouais, presque. Donc, Andy Carroll, non, et puis plusieurs joueurs qui sont partis, mais bon, une équipe qui finalement se débrouille plutôt pas mal, mais c'est vrai, avec deux visages, avec toujours le même homme à la tête de cette équipe, Omar Daf, depuis l'année dernière déjà. Donc voilà, ça se passe un peu mieux que la saison passée pour eux, parce qu'ils avaient eu, je crois, un début un peu difficile. Là, grâce aux victoires à la maison, ça se passe plutôt pas mal. Guingamp-Amiens, ça sera donc vendredi soir, en même temps que d'autres matchs de Ligue 2. Est-ce que ce sont ceux ciblés par notre Pierre Junior national, Pierre Perrault ? Eh bien, découvrons-le, c'est sa pastille Ligue 2. On commence cet instant Ligue 2 par l'un des grands déçus du week-end, c'est le Paris FC, éliminé d'entrée en Coupe de France par Quevilly-Rouen, club de national. Une surprise pour l'actuel leader du championnat de Ligue 2 qui va recevoir lors de cette 14e journée le FC Annecy, actuel 5e, qui s'est lui qualifié sans problème pour le 8e tour de la Coupe de France, une victoire 6-1 face à Vesoul, club de National 3. Le FC Annecy qui voudra tout de même rebondir en championnat puisqu'ils ont subi une lourde défaite avant la trêve internationale, une défaite 5-1 sur le terrain de Rodez. Il en sera de même pour le Paris FC qui voudra se racheter et qui pourra, en cas de succès, être le premier club à atteindre la barre des 30 points au classement.
Autre match intéressant de cette 14e journée, c'est Clermont qui affronte le FC Metz, deux relégués de Ligue 1 qui n'ont pas digéré la descente de la même manière. Clermont est lui 13e et flirte avec la zone rouge, un seul petit point qui les sépare du premier relégable, même si la dynamique est inversée et plus positive ces dernières semaines. 3 victoires lors des 4 derniers matchs, c'est notamment dû à l'arrivée de Laurent Batles comme entraîneur principal sur le banc auvergnat. De leur côté, les Messins, 4e, veulent se rapprocher des leaders. Ils sont notamment à 4 points du Paris FC, des Messins qui, en plus de leur récente qualification en Coupe de France, restent sur 2 victoires consécutives en championnat. L'occasion donc pour eux, lors de cette 14e journée, de poursuivre cette belle série. Express Ligue 2, donc Pierre Perrault pour nous présenter ces enjeux, avec notamment un Paris FC qui nous a étonnés en Coupe de France, Gaëtan Pinel, avec ces fonds qui vont arriver, et ce Paris FC qui va peut-être marcher sur le football français bientôt, mais qui s'est fait sortir d'entrée en Coupe. Ouais, fallait pas jouer le vendredi soir, ce 7e tour de Coupe, parce que les 3 clubs de Le Ligue 2 foot, le le vendredi, samedi, voilà. c'est ça, ont tous perdu. Ajaccio et Rodez contre des clubs de National 2, les Herbiers Angoulême. Et pour le PFC qui était par contre à domicile, c'est vrai, a perdu contre Quevilly-Rouen, club de National, au tir au but, après un nul, un but partout. Donc, surprise un petit peu. En même temps, une seule division d'écart. C'est le genre de scénario qui se produit assez souvent, encore plus maintenant avec l'absence de prolongation. On arrive dès la fin du match au tir au but, donc ça se présente assez régulièrement quand même, ce genre de scénario, et c'était le cas pour les Parisiens éliminés du coup de la Coupe de France d'aller rentrer en lice. Après avoir parlé de l'actualité, on va parler de l'actualité de nos anciens, le journal des anciens. Avec un accent africain sur cette rubrique aujourd'hui, parce qu'on sort donc de la trêve internationale et beaucoup de joueurs passés par Guingamp étaient impliqués dans les qualifications à la Coupe d'Afrique des Nations 2025 qui se déroulera fin décembre 2025, début janvier 2026 au Maroc, et on a quasiment que des mauvaises nouvelles pour eux. D'abord, la Mauritanie, où il y a un Guingampais actuel, Baba Carnias, qui a joué cette semaine contre le Cap-Vert, mais la Mauritanie ne jouera pas une deuxième CAN consécutive, puisque leur victoire contre le Cap-Vert a été insuffisante, vu que le Botswana, à la surprise générale, est allé prendre un point en Égypte, un partout là-bas au Caire. Du coup, c'est le Botswana qui ira au Maroc, et non la Mauritanie, 8e finaliste de la dernière CAN, ni le Cap-Vert, quart de finaliste également de la dernière édition. La Mauritanie, où on retrouve également un certain Guessouma Fofana qui est aujourd'hui en Libye, dans un club très connu en Libye, le Al Hilal Omdurman. Voilà un parcours étonnant pour l'ancien Guingampais qui, rappelons-le, avait été l'une des dernières recrues du mercato de la dernière saison de Ligue 1, et il venait d'où ? D'Amiens. Tiens donc, peut-être que ce sera dans un quiz un petit peu plus tard. Dans l'émission, on en parlait aussi la semaine dernière avec le cas de Kader Touré, mais c'est aussi le cas pour Alexis Romao, qui lui est toujours joueur. Pas de CAN pour le Togo, qui était déjà éliminé, même si le Togo a gagné sa dernière journée en battant la Guinée équatoriale 3-0. Juste l'occasion de parler en quelques mots d'Alexis Romao, 40 ans, qui est toujours là et qui évolue en première division grecque depuis 2 ans à l'Athènes Kalitea, que je ne connaissais pas, pour être tout à fait honnête. Mais voilà, l'Alexis Romao étire sa très très longue carrière, encore une fois, au plus haut niveau. En Grèce, grosse déception aussi pour la République centrafricaine de Dominique Youfegan, l'ancienne doublure d'Enzo Basilio à Guingamp. Il a joué 4 des 6 matchs de qualif, mais elles ont viré à la catastrophe, puisque après une victoire 3-1 contre les Lesotho lors de la première journée, la République centrafricaine, où joue notamment Geoffrey Kondogbia, a aligné 5 défaites sur les 5 dernières journées, 0 but inscrit, 13 encaissés dans un groupe avec le Gabon et le Maroc, pays organisateur. Le Guingampais Thierry Godam a joué 8 minutes d'ailleurs lors de ses qualifications et n'a pu éviter le petit naufrage de cette équipe. Pas de chance non plus pour Morgan Poati, où ça va mal aussi au Congo-Brazzaville, ancienne équipe nationale de Ladislas Dounyama. Morgan Poati éliminé, et qui a joué cette semaine, lui qui évolue maintenant à Lausanne Sport en Suisse, l'ancien club de Brighton Labo.
Eh oui, tu suis, c'est bien. Bravo Gaëtan Pinel. Et on termine sur une bonne note. Enfin, il y aura un ancien Guingampais au moins au Maroc fin 2025, en espérant qu'il soit là, qu'il ne se blesse pas ou autre. Youssouf Mchangama avec les Comores. Voilà. Réjouissante surprise de la CAN 2022 au Cameroun, l'avant-dernière CAN. Eh bien, les Sélacantes ont fait un super parcours en qualif. 12 points, premier d'un groupe pas facile avec la Tunisie, la Gambie et Madagascar. Mchangama a même clos cette phase de qualification avec 2 buts. Lui qui est également co-meilleur passeur des qualifications à la Coupe du Monde de la zone Afrique. Et les Comores qui sont d'ailleurs en lice, qui sont très bien placés dans leur groupe. Donc peut-être qu'en 2026 aux États-Unis, Youssouf Mchangama avec les Comores feront le voyage outre-Atlantique pour leur premier mondial, mais déjà ils seront au Maroc pour la deuxième CAN de leur histoire. Mchangama qui avait marqué l'un des plus beaux buts du tournoi 2022 au Cameroun, avec, on s'en souvient, son coup franc en pleine lucarne contre le pays hôte, à l'époque où il était encore Guingampais. La semaine prochaine, on quittera l'Afrique pour aller vers le Portugal, où on parlera de notre colonie d'anciens Guingampais, Livolan, El Ouazani et autres, parce qu'il y aura notamment un derby d'ex-Guingampais entre Baptiste Roux et Mehdi Merguem. Ça, ce sera la semaine prochaine dans En Avant Match. Maintenant, place au quiz. Gaëtan, je te laisse la main, parce que déjà, c'est toi qui vas commenter Guingamp-Amiens demain. Prise d'antenne, 19h45, comme d'habitude. Ouais, c'est ça. Avec le débrief aussi, où j'aurai l'honneur et l'immense plaisir de t'accompagner en zone mixte. Et là donc, le quiz. Raconte-nous un tout petit peu, présente-nous un peu les deux candidats, et puis on est parti pour découvrir tout ça. On avait Steven qui arrivait pour tenter de dépasser le record, parce que le record était jusque-là de 3 victoires, pour Steven bien sûr, mais aussi pour Florent avant, qui avait perdu sur la 4e manche. Est-ce qu'il a gagné ou non, Steven? Vous allez le savoir, et peut-être se qualifier pour une 5e manche. En face de lui, Paul, jeune supporter du cru 2009, Paul, donc d'un plutôt bon cru, visiblement. Jeune supporter dans l'avant. Voilà, tous les deux se sont, le cru 2009, tous les deux se sont frottés l'un à l'autre là, et ça, vous allez voir ce que ça va donner. En tout cas, on va troquer le pull pour la chemise, parce que chemise, ça rime avec quiz. C'est beau ça. Comme chaque semaine, on se retrouve pour la dernière partie d'émission. La dernière partie d'émission, c'est le quiz à la Guingampaise avec Steven, cette semaine que l'on retrouve pour une 4e semaine d'affilée. Salut Steven. Salut Gaëtan. Bon, tu vas devoir dépasser le record aujourd'hui parce que Florent est allé jusqu'à 4. À toi d'aller un peu plus loin maintenant. C'est ça, c'est le début là pour essayer d'être le numéro 1. Et face à toi, Paul qui nous rejoint aujourd'hui pour ce quiz. Salut Paul, ça va? Salut, ça va. Bon, tu t'es supporter d'en avant depuis longtemps, toi? Oh, depuis 5-6 ans, ouais, je pense que je suis pas mal. Ouais, je crois que t'es génération 2009 de mémoire. Ouais, c'est ça. Bon, un bon cru, 2009. C'est plutôt une année qui résonne bien du côté de Guingamp. Bon, le quiz, on va entrer dans le vif du sujet, évidemment. La première question, c'est toujours la question TOS, pour savoir qui aura la main sur la partie. Première question, c'est une question de rapidité, et il va falloir être surtout le plus proche pour celui d'entre vous qui aura la réponse la plus proche. Il aura la main donc sur ce quiz. Première question donc, combien de fois Guingamp et Amiens, l'adversaire de ce vendredi, se sont-ils rencontrés? Le plus proche aura la main. Steven? Ouais, vas-y. 26. 26. Et Paul, toi, tu dirais? 15. 15. Eh bien, c'est Steven le plus proche, mais on est quand même assez loin. C'était 49. Ce sera la 50e confrontation vendredi entre Guingamp et Amiens. C'est donc Steven qui aura la main sur ce quiz. Et donc pour la première manche que l'on intitule coup franc, première manche où il y a 2 thèmes. La première, ce sont les passeurs décisifs. L'autre thème, Amiens. Lequel tu choisis, Steven? Amiens. Amiens. Eh bien, c'est parti donc pour cette première manche. Hop, avec Amiens
Je note ça tout de suite. Alors, première question donc sur Amiens. Lors de quelle saison Amiens a éliminé Guingamp en Coupe de la Ligue et en Coupe de France? Direct ou indirect? Indirect. Indirect. Alors en proposition, tu as 2001-2002, 2007-2008 ou 2021-2022. 2007-2008. Ouais, bonne réponse. 2007-2008, en effet, Guingamp avait perdu au tir au but à Amiens. C'est Thibaut Giresse qui avait marqué pour Amiens et Savino qui avait égalisé d'ailleurs. Et Guingamp avait aussi perdu en Coupe de France à Amiens cette saison-là. 2021-2022, c'était un petit peu le petit piège puisque la Coupe de la Ligue n'existait plus à ce moment-là. Deuxième question. En 2007-2008, donc, on reste sur cette saison. Quel ancien Guingampais avait marqué un but en Coupe de France avec Amiens contre en avant? Indirect. Indirect. Eh bien, parmi les propositions, il y a Fabrice Fiorez, Philippe Seldran et Fabrice Collot. Je dirais Seldran. Non, ce n'est pas Philippe Seldran. Seldran, c'était Fabrice Fiorez qui avait marqué le deuxième but pour Amiens. Il était à Amiens à ce moment-là. Fabrice Collot, lui, venait de revenir à Guingamp, mais il a aussi joué à Amiens. On en reste donc à 1-0 pour l'instant, mais il y a une troisième question pour essayer de prendre un petit peu le large. Là, on va remonter à quelque chose de plus récent. Saison 2021-2022, Guingamp est décimé par le Covid lors du déplacement à Amiens. Et ce jour-là, il y a un Guingampais qui dispute son premier match en professionnel. Lequel? Indirect. Alors, tu as le choix entre Théo Lenormand, Arthur Vitelli et Lamine Buanga. Buanga. Bonne réponse. Lamine Buanga qui avait joué son premier et d'ailleurs seul match avec Guingamp. Premier match en pro, mais c'est le seul qu'il a joué avec Guingamp, Lamine Buanga, lors de cette défaite 3-0 à Amiens. Bon, on en est à 2-0 à l'issue de cette première manche, ce qui veut dire que Paul, avec les passeurs décisifs, a clairement moyen de déjà prendre les devants sur cette première manche. C'est parti, t'es prêt? Je suis prêt. Allez, c'est parti. Question sur les passeurs décisifs. Avant ces 6 passes décisives cette saison, combien de passes Alpha Sissoko avait distribué en Ligue 2 dans sa carrière jusqu'à présent? Direct ou indirect? En sachant que si tu réponds directement et que tu as la bonne réponse, c'est 2 points. Si tu réponds de manière indirecte, c'est 1 point. Avant son arrivée à Guingamp, du coup. Ouais, combien en avait-il avant son arrivée à Guingamp? Il en a 6 là depuis qu'il est arrivé, 6 avec Guingamp. Combien il y en a eu avant ça? Indirect. Indirect. Alors, parmi les propositions de réponse, 3, 5 ou 7? 5. Et non, c'était 3. 3, en fait, lors de ses 3 années en Ligue 2 à QRM, il avait fait une passe décisive par saison. Et là, à Guingamp, il est déjà à 6 en 13 matchs. Deuxième question. La saison passée, c'est Amadou Sagna qui avait terminé meilleur passeur d'en avant en Ligue 2. Mais avec combien d'offrandes? Combien de passes décisives? Direct ou indirect? Direct. Vas-y. 6. Non, c'était 5. Ah. 5 passes décisives la saison passée pour Amadou Sagna, qui je crois avait marqué 5 buts aussi. Il était 5 et 5. Amadou Sagna la saison passée. Troisième question. Et là, tu as peut-être l'opportunité d'égaliser Steven sur la première manche. Qui fut le dernier auteur d'un triplé de passes décisives pour Guingamp? Un joueur qui a délivré 3 passes dans un même match. Est-ce que tu te souviens du dernier joueur qui a fait ça à Guingamp? Direct ou indirect? Indirect. Alors, tu as le choix entre Thibaut Giresse, Jimmy Briand et Younous Sankharé. Thibaut Giresse. Eh ben c'est bon, c'est tout bon, c'est 2 points. Ça fait 2 partout. Thibaut Giresse qui avait distribué 3 passes décisives à Rennes, saison 2015-2016. Jimmy Briand avait réussi la même performance cette saison-là, mais c'était quelques semaines avant, contre 3 lors d'une victoire 4-0 à domicile. Bon, là, pour le coup, on est ultra serré, puisqu'on est à 2-2 à l'issue de la première manche.
Donc tout va se jouer sur la suite, évidemment. La suite, Y a pas de aujourd'hui, ce sont des CV. Steven, tu connais le principe. Paul, peut-être aussi. Je vais donner une liste de clubs et il va falloir trouver de quel joueur il s'agit. Et là, c'est le premier de vous deux qui me donne la réponse qui a le point. Donc, dès que vous avez la réponse, vous donnez votre prénom et la réponse dans la foulée. Le premier CV à trouver. Ce joueur a joué à Lyon, Guingamp, Lausanne Sport, Saint-Étienne, le Paris Saint-Germain et Nice. Lyon, Guingamp, Lausanne Sport, Saint-Étienne, le Paris Saint-Germain et Nice. De qui s'agit-il? La caméra qui tombe. Hop. Ouais. Est-ce qu'il y a une idée chez l'un d'entre vous? Je vais tenter Steven. Steven. Hubert Fournier. Hop, Hubert Fournier. Non, ce n'est pas la bonne réponse. Ce n'est pas Hubert Fournier. Est-ce que toi, tu as une idée, Paul? Lyon, Guingamp. Lausanne, Saint-Étienne, PSG et Nice. Diallo, Abdou Diallo, non. Non, en plus, c'est pas ton époque, pour le coup. C'était David Elbuik qui a fait ce parcours-là. Lui qui a terminé sa carrière au début des années 2010. Je crois que c'était en 2012 qu'il a terminé à l'OGC Nice. Et donc, un passage à Guingamp, je crois que c'est 99-2000 ou enfin fin 90 en tout cas, du côté de Guingamp. Deuxième joueur à retrouver. Ce joueur est passé par Le Mans B, Entente Sannois-Saint-Gratien, Le Mans, Guingamp, Le Mans. Le Mans B, Entente Sannois-Saint-Gratien, Le Mans, Guingamp, Le Mans. Il n'y a pas beaucoup de clubs, mais la répétition dans le même club peut peut-être... Paul, vas-y. Barthelmé. Non, ce n'est pas Maxime Barthelmé. Est-ce que tu as une idée, Steven? Le Guingamp, Le Mans, ça me perturbe. Allez, 5 secondes. Sadorian. Non plus. Et non, c'était Grégory Cerdan. Ah bah oui. Grégory Cerdan qui a joué à Guingamp de janvier 2012 jusqu'à juin 2014. Grégory Cerdan qui était retourné au Mans, le Mans qui était en CFA2 à l'époque, voilà, pour l'ancien défenseur central. Bon, on en reste à 2-2 pour l'instant dans ce quiz, mais il reste encore un CV à trouver avant le fameux c'est bon, c'est pas bon, évidemment, qui vous départagera peut-être. Troisième CV à trouver. Paris Saint-Germain, Nottingham Forest, Guingamp, Paul, Almere City, Paul, Berscott. Paul, Vas-y. Loïc Mbesso. Ouais, c'est une bonne réponse. Loïc Mbesso qui a donc ce CV, lui qui est passé à Guingamp de janvier à juin 2023. Bien joué, Paul, tu prends l'avantage du coup. Non, 3-2. il y a 2-2, non? Il y a 2-2? Ouais, il y a 2-2 parce que j'avais mis un direct la troisième. Exact, tu avais mis un direct. Ouais, c'est moi qui me suis trompé. T'as tout bon. On est à 2-2. On est à 2-2 au lieu de 3-2. Donc tu égalises. C'est fair play. Ça pourrait presque valoir un point en plus. Mais bon, peut-être pas quand même. Il va falloir que tu ailles chercher les points encore un petit peu plus. On en est à 2-2, c'est vrai. 2-2. Et donc, le c'est bon, c'est pas bon pour vous départager. Et sur le c'est bon, c'est pas bon, il y a 21 réponses possibles. Il faut retrouver les joueurs passés par Guingamp et Amiens. Il y en a 21. C'est Steven qui va commencer puisque c'est Steven qui a gagné le toss et donc qui a la main sur la manche. Les joueurs passés par Guingamp et Amiens, Steven, c'est à toi. Thibaut Giresse. Thibaut Giresse, bonne réponse. Paul. Bodmer. Mathieu Bodmer, bonne réponse. Steven. David Suarez. David Suarez, bonne réponse. Paul. Gessouma Fofana. Gessouma Fofana, ouais, c'est bon, c'est bonne réponse pour Gessouma Fofana également. À toi, Steven. Fabriel.
Fabrice Abriel, bonne réponse. Au cœur des années 2000, dans les deux clubs. Paul? Est-ce que s'il est passé par au début à Guingamp dans son parcours jeune? Il faut qu'ils aient joué au moins un match pro dans chaque club. Tanguy Ndombele, ça passe. Eh ben non, justement, ça ne marche pas. Tanguy Ndombele qui n'a pas joué en pro à Guingamp. Est-ce que tu en avais un autre, Steven? Fabrice Colo. Ouais, Fabrice Colo. Fabrice Colo, justement, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, et donc c'est une bonne réponse également. C'était le risque à prendre pour Ndombele, mais ça marche pas parce qu'il n'a pas joué de match pro avec Guingamp. Il y avait notamment dans la liste Hervé Basile, Charlie Charrier, Fousseni Diabaté, qui n'a pas été pro à Guingamp, qui n'a pas eu de contrat pro, mais qui a joué des matchs pro avec en avant. Fabrice Fiorez, on en a parlé tout à l'heure avec la coupe. Il y en avait un qui était presque facile parce qu'il joue à Guingamp actuellement, c'est Brighton Labo. Il a joué à Amiens, alors pas longtemps, 6 mois, mais il a joué. Jonathan Martins Pereira, Richard Souma ou Marc Chomogo faisaient aussi partie de cette liste. C'est à nouveau Steven du coup qui se qualifie. Steven qui est qualifié pour le prochain tour. Bravo à tous les deux, en tout cas Paul, bravo aussi parce que franchement tu t'es bien accroché. Ouais, merci. Bravo à toi. Steven, on te retrouve dans une semaine pour la phase 5 cette fois parce que ça y est, t'arrives à la 5e étape là. Ah c'est bon, ouais, je suis chaud là pour... Record battu. Et ben voilà, c'est parti, super. Merci en tout cas à tous les deux. Merci. Et bon match avec ce Guingamp Amiens de vendredi soir. Ciao. Merci beaucoup. Ciao. Bonne soirée.